plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue à cette première édition d'information du dimanche 8 février 2026. Les titres. Lancement hier du concours de recrutement des surveillants de prison. Plus de 400 candidats se sont lancés dans la quête des 200 postes à pourvoir. Les précisions dès le début de ce journal. 100 millions de francs CFA, c'est la contribution de la commission de l'UEMOA à la lutte contre le criquet pèlerin au Mali. L'objectif est de renforcer les capacités nationales d'alerte précoce et de réponse rapide. Dans l'actualité AIS, lancement au Burkina Faso de 3 programmes visant à renforcer le développement, la paix et la résilience du pays. Au Niger, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité les unités industrielles et les centres remplisseurs de gaz de Maradi. Le constat fait à découvrir dans ce journal. Dans Focus Santé de ce dimanche, nous allons parler d'une infection bactérienne appelée Panari qui touche le bord de l'ongle ou de l'orteil. Elle survient après une petite blessure. Le traitement et la conduite à tenir pour éviter la surinfection. En fin de journal avec Pouma Sissé. Et puis en sport, football, la 13e journée de la Ligue 1 de football du Mali a pris fin hier samedi, pendant que les techniciens maliens réunis en symposium ont analysé et formulé des recommandations pour l'avenir du football malien. Un avenir qui se joue encore aujourd'hui avec la 5e journée des compétitions interclubs de la CAF. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC affronte à 19h au Maroc Olympique Club Safi et le Stade malien de Bamako reçoit l'Espérance de Tunis à 16h au stade du 26 mars, cette fois en Ligue des Champions. Le développement de tout cela avec Famrou Djourté. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Les épreuves de concours de recrutement des surveillants de prison ont donc démarré hier à Bamako. Selon le département de la justice, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du dit concours pour lequel plus de 400 candidats concourent pour 200 places. Les épreuves ont été lancées par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le reportage de Youssouf Diakité. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, renforce les capacités opérationnelles de la justice malienne à travers le recrutement de ces 200 surveillants de prison. Au dire du ministre, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du dit concours. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Depuis l'avènement de la transition, nous sommes dans une dynamique de renforcement des personnels au niveau de toutes les structures. C'est ainsi qu'en 2022 déjà, au niveau de la justice, nous avons procédé au recrutement de 100 auditeurs de justice, 125 surveillants de prison. La procédure a continué en 2023 avec des auditeurs de justice et des greffiers, 2024 auditeurs de justice et greffiers, 2025. Donc nous avons tenu à recruter encore des auditeurs de justice et des surveillants de prison. C'est une dynamique qui vise vraiment à renforcer le personnel parce que pour réussir le travail que nous sommes en train de faire, la mission qui nous a été assignée, il faut des ressources humaines de qualité et en nombre. Un surveillant pénitentiaire est un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire qui assure la garde, la sécurité et la réinsertion des détenus en prison. Il maintient l'ordre, veille à la sécurité des personnes et accompagne les personnes détenues dans leur quotidien. Les services pénitentiaires et de l'éducation surveillée occupent une place centrale dans la chaîne judiciaire. Parce que lorsque les personnes qui commettent des infractions sont appréhendées, elles doivent être gardées. Et c'est au niveau des maisons d'arrêt qu'elles sont gardées. Et pendant leur séjour, il y a beaucoup de procédures à mettre en œuvre pour veiller à ce que ces personnes soient détenues dans de très bonnes conditions, dans le respect de leurs droits, dans le respect des conditions d'hygiène, de santé, et surtout veiller à leur réinsertion, faire en sorte que la prison serve de lieu où ces personnes redeviennent meilleures pour revenir dans la société. Le sens élevé de l'observation, de l'écoute, l'empathie, la rigueur, la maîtrise de soi, l'autorité, l'aptitude au travail en équipe sont des mots-clés qui épousent le contenu du sujet de la culture générale. Le travail assure l'indépendance.
Et ce communiqué FAMA, dont la teneur suit, dans le cadre de leur mission de surveillance et de sécurisation du territoire national, les vecteurs aériens FAMA ont mené avec succès le vendredi 6 février 2026 des frappes ciblées contre des groupes armés terroristes dans différentes localités. D'abord à l'ouest de Ségou, une filature de plusieurs individus suspects à moto a permis de localiser un regroupement d'environ une quinzaine de terroristes. Après un moment d'observation, les vecteurs aériens ont effectué une frappe de précision neutralisant l'ensemble du groupe. Ensuite, une seconde frappe menée sur un autre groupe terroriste dans une pirogue a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de la logistique. Enfin, à Maïnambine, sur la ligne frontalière Mali-Sénégal, les vecteurs aériens ont traité avec succès 4 terroristes circulant en moto. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des terroristes va continuer sur l'ensemble du territoire national. 100 millions de francs CFA, c'est la contribution de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à la lutte contre le criquet pèlerin au Mali. Ce geste vise à renforcer les capacités nationales d'alerte précoce et de réponse rapide en matière de gestion préventive du criquet pèlerin. La remise de chèques s'est déroulée le jeudi dernier au ministère de l'Agriculture. Les précisions avec Sogona Kamisou. Les organismes nuisibles des végétaux et produits végétaux font perdre chaque année plus de 40% des récoltes selon un rapport de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au nombre de ces organismes nuisibles, le criquet pèlerin a détruit en 2024 près d'1,3 million d'hectares, précise le document. C'est pour faire face à ce fléau que la Commission de l'UEMOA apporte son soutien à travers la remise d'un chèque de 100 millions de francs CFA au ministère de l'Agriculture. Roberto Alexandre Gira, représentant et résident de la Commission de l'UEMOA. Cette subvention d'un montant de 100 millions vise prioritairement à contribuer à la réalisation des activités entrant dans le cadre des opérations de prospection, des sessions de renforcement des capacités des agents sous les techniques de prospection et de pulvérisation en lutte anti-acrédienne et de l'acquisition des pesticides pour la lutte anti-acrédienne. Cette contribution de la Commission de l'UEMOA doit servir à mettre en œuvre le plan national de riposte et à améliorer les capacités nationales d'alerte précoce et de réponse rapide en matière de gestion préventive du criquet pèlerin. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Nous avions sollicité au titre de la campagne agricole 2025 l'assistance de l'UEMOA et de la FAO en vue d'accompagner les efforts du gouvernement du Mali dans la maîtrise du risque d'extension de cette situation acrédienne vers le Mali, dont les conséquences pourraient affecter significativement la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. C'est le lieu de saluer la FAO et l'UEMOA qui ont apporté des réponses positives. D'abord la FAO pour un montant de 32 millions et ensuite aujourd'hui l'UEMOA avec un montant de 100 millions de francs CFA. La remise de ce chèque est la suite logique d'une convention d'appui au renforcement du dispositif d'information sur la sécurité alimentaire, la lutte anti-acrédienne et la gestion des pesticides. Radio Mali à Kaï et environ 92.2 MHz en FM. Lancement à Kaï d'une nouvelle cohorte de formation de migrants initiée par l'Organisation internationale pour les migrations. La formation va permettre à plus d'une quarantaine de migrants d'être mieux outillés dans différents domaines professionnels. La cérémonie de lancement est présidée par le haut fonctionnaire de défense du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. On en sait plus avec Balkissa Saïdibou Chérif Aïdara. Ce sont au total 45 migrants de retour qui sont concernés par cette formation. Pendant 2 mois, ils seront formés dans les domaines de l'agriculture durable, du maraîchage, des énergies renouvelables, de la saponification, entre autres. Teresa Botella, représentante du chef de mission de l'OIM au Mali. Ces domaines ont été identifiés comme répondant aux besoins réels du marché local et des intentions des jeunes de Kaï. Il contribue également à renforcer la résilience économique dans les zones à fort potentiel de départ. Cette approche s'inscrit dans la continuité de programmes de formation antérieurement soutenus par l'OIM, à travers lesquels on a formé plus de 800 jeunes sous différents projets. Déjà, les résultats des formations précédentes sont encourageants. Samba Soukouna,
bénéficiaire de la formation de l'atelier école de Caille. La formation de l'atelier école m'a permis en moins d'1 an d'acquérir des connaissances que je transmets d'ailleurs à d'autres jeunes comme moi. De même, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Colonel-major Adama Tunkara, représentant du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. En 2025, notre pays a enregistré le retour de dizaines de milliers de compatriotes, souvent dans des conditions éprouvantes. Face à cette réalité, la réponse de l'État est de former, d'accompagner, d'insérer et de créer des opportunités durables. L'atelier école est la traduction concrète de cette approche globale, humaine et responsable. La finalité recherchée par l'OIM est de renforcer l'autonomisation des jeunes en leur proposant des alternatives viables à la migration irrégulière, et soutenir les efforts nationaux dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes. Kai Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. AES Actualité. L'actualité AES nous conduit d'abord au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé et le système des Nations Unies franchissent un cap important dans leur coopération. 3 programmes transformateurs ont été officiellement lancés et validés à Ouagadougou. Ils visent à renforcer le développement, la paix et la résilience du pays. Les précisions avec Awa Ouedraogo de Radio Burkina. Programme d'appui à la stabilisation, à la cohésion sociale et à la transition, programme de transition humanitaire, développement, paix et celui d'appui à la transformation durable des systèmes alimentaires. Ces 3 programmes sont le fruit d'un engagement renouvelé entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies. Les 10 programmes visent à bâtir un Burkina Faso prospère, résilient et souverain et à transformer surtout durablement son économie, à renforcer la paix et la cohésion sociale, a indiqué le ministre de l'économie et des finances. Ces programmes s'intègrent pleinement au plan en relance du gouvernement burkinabé, a ajouté Aboubakar Nakanabo. La mise en œuvre de ces 3 programmes va jusqu'en 2030. Cela va mobiliser 850 milliards de francs CFA. Pour le coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies au Burkina Faso, Maurice Azonampo, ces initiatives s'inscrivent dans une vision intégrée fondée sur l'humanitaire, la paix et le développement, avec pour objectif central l'amélioration qualitative des conditions de vie des populations. Au Niger, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, en mission dans la région de Maradi, a visité les unités industrielles de la place et les centres emplisseurs de gaz. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'état de fonctionnement de ces usines et les défis face à la concurrence déloyale. Le compte-rendu de Sanda Natahi de la Voix du Sahel. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a visité les centres emplisseurs installés à Maradi, à HK Gaz, Tangara Gaz, SMK, IKT, Amana, Brahma et Oban pour s'enquérir de la disponibilité de gaz, des conditions de stockage et de distribution en lien avec les normes sécuritaires. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a visité l'usine de transformation de la pomme de terre de Cadro et les unités industrielles du groupe Alga, entreprise de production de mousse Matela qui a une capacité de 100 matelas par jour. Le ministre a suggéré aux promoteurs d'améliorer la qualité et la quantité de ces produits afin de satisfaire la commande de l'État, surtout qu'il tient au décret interdisant l'importation de ces produits par les structures étatiques pour protéger les usines industrielles, a-t-il souligné avant de visiter l'usine de fabrication métallique Migas. Elle a une capacité de production de 15 000 à 30 000 fûts par an, avec des unités de fabrication d'emballage métallique qui fonctionnent normalement. La production de Migas a permis de stocker toute la production de la Somaïr depuis les événements du 26 juillet 2023. Actuellement, les activités de cette usine tournent au ralenti et Migas explore d'autres opportunités comme fabrication des poteaux pour lampadaires solaires, chaises métalliques, bacs à déchets, bouteilles de gaz et réservoirs d'eau.
Cette visite a également concerné l'usine de production d'huile d'arachide Olga, en instance de démarrage à la faveur du code d'investissement dont a bénéficié son promoteur et la laiterie. Rétrocédée depuis 2008, cette usine construite à grands frais sur fonds propres de l'État n'a jamais fonctionné par manque de la matière première. Le ministre Abdoulaye Seydou a aussi visité le siège de l'Union Kodenaka de Danja, qui s'excelle dans la production et la vente d'huile d'arachide enrichie. Toutes ces usines sont des leviers clés pour la souveraineté économique du Niger en produisant localement, en réduisant le chômage et en créant des emplois. À présent, l'actualité internationale au Maroc, la hausse rapide du niveau d'eau du barrage de Wadi Al-Makhazin, alimenté par de forts apports du bassin de Loukos, fait craindre des inondations dans les zones riveraines. À Kessar El-Kébir, de fortes pluies et la montée des eaux ont paralysé la circulation et aggravé les conditions météorologiques. Face au risque, les autorités locales ont évacué les habitants des quartiers les plus exposés vers des zones non sécurisées. Plusieurs zones rurales sont devenues inaccessibles en raison des crues. Les services d'urgence ont engagé des opérations, y compris aériennes, pour acheminer des vivres et suivre l'évolution de la situation. Le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine se sont réunis à Douala pour parler de la transhumance transfrontalière. Cette première rencontre interministérielle a réuni les départements de l'élevage, de l'agriculture, de l'environnement et de la sécurité. Les discussions ont porté sur la clarification des rôles de chaque pays. L'objectif est de réduire les conflits agro-pastoraux et de sécuriser une activité clé pour l'économie rurale et la sécurité alimentaire. Deux autres réunions sont prévues pour finaliser l'adhésion officielle des États à cette stratégie régionale. En Afrique du Sud, les vaccins contre la fièvre aphteuse sont produits localement. Un premier lot de 13 000 doses vient d'être remise alors que l'offre pourrait atteindre 20 000 vaccins par semaine en mars avant une production hebdomadaire de 200 000 doses annoncée pour 2027. Cette livraison intervient dans un contexte marqué par une suspicion d'épidémie de la fièvre aphteuse dans le pays. On termine à Doha où le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a dénoncé hier la reconnaissance par Israël de l'indépendance du Somaliland qu'il qualifie de violation de la souveraineté de la Somalie. Lors de la conférence, il a également évoqué la situation à Gaza, appelant la communauté internationale à en faire une priorité face à ce qu'il décrit comme un engagement inhumain. Mogadiscio accuse Israël d'avoir, en décembre dernier, porté atteinte à l'intégrité territoriale somalienne, une décision jugée illégale au regard du droit international. À 9h passées de 17 minutes, retour à l'actualité nationale pour parler de sport juste après cette virgule. Après l'élimination des Aigles maliens en quart de finale de la CAN 2025 au Maroc, les techniciens maliens ont décidé de faire leur propre lecture du parcours de la sélection nationale. Réunis en symposium, ils ont analysé et formulé des recommandations pour l'avenir du football malien. La 13e journée de la Ligue 1 de football du Mali a pris fin hier samedi sur le continent. La 5e journée des groupes de compétition interclub de la CAF s'achève ce dimanche. En Coupe de la Confédération, le Djolibassi affronte à 19h en déplacement Olympique Club Safi du Maroc. En Ligue des Champions, le Stade malien reçoit l'Espérance de Tunis à 16h au stade du 26 mars. Le point de l'actualité sportive avec Famrou Djourti. Compétition africaine des clubs de la CAF, les deux représentants maliens jouent ce dimanche leur 5e journée de la phase des groupes. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako affronte à partir de 16h au stade du 26 mars à Bamako l'Espérance sportive de Tunis. L'objectif pour le représentant malien est clair, gagner devant son public, ce qui serait synonyme de qualification pour les quarts de finale et la première place du groupe D par la même occasion. Mauril Mbessak Njoya, entraîneur du Stade malien de Bamako. Nous avions dit que nous comptions non seulement aller en phase de groupe, mais aller encore le plus loin possible. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie.
Quadruple vainqueur de la compétition, l'Espérance de Tunis possède l'effectif et la qualité pour ramener un résultat positif de Bamako. Cependant, la tâche s'annonce ardue. Le stade malien est coriace à domicile, comme en témoignent ses résultats. Match nul 0-0 à Rades contre l'Espérance de Tunis à l'aller, victoire contre Simba Sporting Club de Tanzanie 2-1 et Petro Atlético 2-0 à Bamako, toujours au compte des matchs allés. Et un autre nul précieux en Angola 0-0 au match retour. Hamam Mandian, milieu de terrain du stade malien de Bamako. Nous sommes vraiment déterminés pour rentrer dans l'histoire. Porté par un collectif huilé et des individualités comme le Camerounais Tadoïs Geng, Mamadou Traoré ou encore Ousmane Koulibaly Kalaba, les stadistes, vainqueurs de la Coupe CAF en 2009 et finalistes de l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions en 1965, représentent un adversaire de taille. La CAF a désigné un corps arbitral algérien pour diriger ce match de la 5e journée entre le stade malien de Bamako et l'Espérance sportive de Tunis. En Coupe de la Confédération, le Djoloba AC, déjà éliminé, est en déplacement au Maroc pour défier Olympique Club Safi. Avec respectivement 10 points et 9 points, l'USM d'Alger et Olympique Club Safi du Maroc ont déjà décroché les 2 tickets qualificatifs du groupe A pour les quarts de finale. Reste à déterminer qui des 2 clubs finira leader du groupe. Quant à San Pedro de la Côte d'Ivoire et le Djoloba AC de Bamako, ils jouent les 2 dernières journées pour l'honneur. Aboubakar Djaradi Senior, milieu de terrain du Djoloba AC. On n'a plus rien à perdre. On doit impérativement chercher une victoire dans la phase de poule de donner les résultats aux supporters. Après 4 journées disputées, le Djoloba AC et San Pedro comptent respectivement 1 point et 3 points. Ils sont hors course pour le second tour. Olympique Club Safi du Maroc 9 points et l'USM d'Alger 10 points sont les qualifiés du groupe A. Sur le plan local, championnat national de Ligue 1 professionnelle du Mali, la 13e journée a pris fin ce samedi avec 3 rencontres. L'US Bougouba s'est incliné 2-1 devant l'AS Real de Bamako. 11 créateurs et Binga FC se sont neutralisés 2 buts partout. L'AS Bakardian de Baraouli est allé dominer l'US Bougouni par 2-0. En ouverture, vendredi, le FC Malikoura s'est incliné 2-1 devant l'USFAS. Derby Academy et Afrique Football Elite ont fait match nul 1 but partout. Les rencontres Djoloba AC, AS Kouroufina et Stade Malien de Bamako FC Diarra sont reportées. Après le parcours jugé à demi-teinte des Aigles du Mali à la CAN 2025 au Maroc, les techniciens maliens ont voulu apporter leur propre analyse. Réunis en symposium ce samedi 7 février 2026 au stade Mamadou Konaté, ils sont passés en revue la prestation de la sélection nationale en examinant les choix techniques, la gestion du groupe et le rendement global de l'équipe. Entre constats, critiques constructives et propositions concrètes, ces entraîneurs entendent contribuer à la reconstruction d'une équipe nationale plus performante. Ousmane Guindo, directeur technique national de la Fédération malienne de football. Ces symposiums, c'est technique. Nous allons parler uniquement de ce qui nous concerne, nous, en tant que techniciens. Durant les travaux, les techniciens ont analysé plusieurs aspects: les choix tactiques, la gestion de l'effectif, la préparation mentale, l'utilisation des joueurs clés, ainsi que la lecture des matchs dans les moments décisifs. Dr Mamoutou Kane, alias Mourlé, technicien de football. Quand vous regardez le premier match et le deuxième match, il y a 3 changements. Deuxième match, troisième match, il y a 3 changements. Troisième match, quatrième match, il y a 3 changements. Quand on regarde tout ce que le coach a fait pour lui, dans ses analyses, il n'a pas échoué. Les entraîneurs locaux, il faut qu'ils nous fassent confiance, qu'on nous donne notre chance. Nous sommes capables, nous sommes plus que capables. Ce symposium marque une étape importante, celle d'une réflexion collective pour tirer les leçons du passé, corriger les insuffisances et préparer une équipe plus ambitieuse avec en ligne de mire les prochaines échéances continentales. L'ensemble des propositions et recommandations seront consignées dans un document officiel qui sera disponible à la direction technique nationale de la FEMAFOOT. Ce rapport pourrait servir de feuille de route pour les futures orientations techniques du football malien. Focus Santé. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à une infection bactérienne qui touche le bord de l'ongle ou de l'orteil, communément appelée panaris. Cette infection survient après une petite blessure. Elle se manifeste par une douleur, une rougeur, un gonflement et parfois du pus. Comment le traiter et quelle est la conduite à tenir pour éviter la surinfection? Élément de réponse dans Focus Santé avec Koumba Sissi. Il suffit d'un seul point d'entrée de la partie molle des ongles ou des orteils pour que l'infection qui provoque le panaris s'installe. Certains facteurs ou comportements favorisent surtout cette infection. Parmi ces facteurs, la coupure des ongles avec les dents, une piqûre de l'arête d'un poisson, bref, toutes sortes de traumatismes au niveau des ongles ou des orteils. Bekay Traoré, dermatologue.
Le Panari, sur le plan médical, désigne une inflammation des parties molles des mains. Et en médecine, c'est une infection bactérienne aiguë qui affecte essentiellement les doigts, les parties molles de la main et des orteils. Donc c'est une infection généralement bénigne. La présence d'inflammation au niveau du doigt ou encore du pus sont des éléments essentiels pour poser le diagnostic de cette maladie. Mais on peut aller plus loin parce que comme c'est une infection bactérienne, les bactéries en cause sont vraiment multiples. Donc on peut avoir recours à un prélèvement bactériologique pour mettre en évidence en fait la bactérie en cause. Le Panari peut toucher à la fois l'enfant comme l'adulte et cela va de pair avec les facteurs qui favorisent la survenue. Pour que ça survienne habituellement au cours du traumatisme qui porte sur les mains et les doigts. Sa manifestation commence par une douleur piquante. Bekay Traoré. Cette douleur est suivie de l'apparition de rougeur au niveau du doigt, la partie molle qui est concernée. Et secondairement, on va avoir ce qu'on appelle l'apparition de pus, qui est une pustule et qui peut continuer à ronger la partie molle au fur et à mesure si le traitement n'est pas instauré à temps. Pour le traitement du Panari, il est déconseillé de faire un autopansement car selon le docteur, tout doit se passer dans des conditions d'hygiène pour éviter des surinfections. Bekay Traoré. Le traitement est essentiellement les antibiotiques et un pansement local avec un antiseptique qui sont indispensables. Donc on désinfecte la plaie et on donne de l'antibiotique pendant quelque chose comme une semaine. Et si tout est bien ok, ça va guérir spontanément avec ça. Si la maladie n'est pas traitée, il y a possibilité d'évoluer vers des complications. Il peut y avoir ce qu'on appelle un pus et le pus va ronger en fait le tissu mou progressivement et parfois ça peut entraîner en fait une septicémie, une infection généralisée qui est vraiment grave. Il faut éviter toute manipulation du Panari, le risque, parce que si ce n'est pas fait dans des mesures hygiéniques, on va ajouter d'autres germes à l'infection. Avec le manque d'hygiène et la manipulation de la partie infectée, le Panari peut aboutir à une plaie qu'on ne s'imagine pas. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Vous l'aurez compris, à 9h passé de 26 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. 13h dimanche, une présentation de Bourama Traoré. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.